Chapitre 6. Vacances de Noël. 19-26 décembre 1998. Quand Harry et Ginny descendirent du train, Molly, Andromeda, Hermione et Ron les attendaient. Mais l'attention du voyageur ne fut captée que par la présence de Teddy, vers lequel il se précipita. Le bébé ne fut pas en reste. Dès qu'il repéra son parrain, il agita frénétiquement ses bras et ses jambes en poussant des cris d'excitation. Harry le prit contre lui et l'embrassa, le faisant se trémousser de joie. Harry fut surpris de le trouver si changé. Il avait terriblement grandi. Sa frimousse était plus expressive et sa chevelure fluorescente était beaucoup plus drue. Harry se sentait étrangement bouleversé. En serrant le petit corps dans ses bras, il se rendit compte de la place que Teddy avait prise dans sa vie. Et réciproquement, il était à la fois fier et ému par cette nouvelle responsabilité. « Il n'a jamais eu les cheveux aussi rouges, » remarqua Andromeda. « Je suppose que c'est l'émotion. »« Il m'a reconnu !» s'extasia Harry. « Ça fait pourtant 4 mois qu'on ne s'est pas vu. »« J'ai mis une photo de toi dans sa chambre, » expliqua la grand-mère. « Et je la lui donne à chaque fois que je lui lis tes lettres. Et puis, il a 10 mois maintenant, ce n'est plus un nourrisson. » Harry songea qu'elle devait également lui montrer des clichés de ses parents, et il se demanda si Teddy était triste de ne plus les voir. L'enfant promenait avec ravissement ses menottes sur le visage de son parrain. Quand il entreprit de lui mordiller le col, Harry put enfin saluer les autres. Ron et Hermione avaient eux aussi légèrement évolué pendant son absence. Il les trouva mûris. Il détecta chez Molly des rides qu'il ne lui connaissait pas, et il lui sembla que l'éclat de sa chevelure s'était estompé. Andromeda avait toujours autant de dignité dans sa tristesse. Ils retrouvèrent George et Arthur au terrier. Ginny se jeta dans les bras de son père et étreignit longuement son frère. Teddy ne voulut pas quitter Harry, qui le garda sur ses genoux durant tout le repas, et lui donna sa purée, puis sa compote. Ginny tenta bien de le remplacer, mais le bébé lui opposa un refus sans équivoque, qui sembla vexer un brin la jeune fille. Il y eut un drame quand Andromeda fit mine de reprendre son petit-fils en fin de soirée. Finalement, Mrs. Weasley suggéra qu'on leur laisse l'enfant pour la nuit, et entreprit d'installer un berceau dans la pièce où elle avait logé Harry, l'ancienne chambre des jumeaux. Harry garda Teddy contre lui jusqu'à ce qu'il s'endorme et le posa avec soulagement dans son petit lit. Sa tranquillité fut de courte durée. À peine 5 minutes plus tard, le bébé se réveilla en sursaut et se mit à hurler. Harry le berça de nouveau jusqu'à ce que ses yeux se ferment. Le jeune homme le recoucha et partit se laver les dents. Il dut revenir dans la chambre en catastrophe, la bouche pleine de dentifrice, et terminer ses ablutions avec un bras en moins. Il se contorsionna pour se déshabiller, en expliquant au trouble fait qu'il était l'heure de dormir. Teddy s'assoupit enfin. Harry le reposa et se coucha. À peine sentit-il le sommeil le gagner qu'un hurlement désespéré l'obligea à se relever précipitamment. Après 3 autres tentatives infructueuses, Harry se résigna à fourrer l'enfant dans son lit, en se demandant comment Andromeda faisait pour tenir le coup. Quand il arriva dans la cuisine, le lendemain matin avec Teddy en grande forme dans les bras, Ron et Ginny lui rendirent son salut d'un air goguenard. « Harry Potter, quel effet cela fait-il de se retrouver père à 18 ans ?» demanda Ron dans une bonne imitation de Rita Skeeter. Harry lui jeta un regard mauvais sans daigner répondre. Ginny fit preuve de plus de sollicitude. « Bien dormi ?»« Non, » grogna Harry. « Teddy s'est mis en travers toute la nuit. Je me suis réveillé 5 fois avec ses pieds dans la figure. » Sans une once de compassion, les jeunes Weasley éclatèrent de rire. Le petit fautif se montrait lui aussi d'excellente humeur. Il gratifia Ginny d'un magnifique sourire édenté et accepta qu'elle lui donne son biberon. « George vit ailleurs ?» demanda Harry qui l'avait vu partir la veille après le dîner, mais n'avait pas voulu poser de questions devant Molly. « Il est retourné dans son appartement, sur le chemin de traverse, » expliqua Ron. « Il dîne ici tous les soirs, mais il tient à dormir chez lui. »« Et comment va-t-il ?»« Il s'est enfin remis à la fabrication, » indiqua Ron comme si c'était une grande victoire. « Jusqu'à maintenant, c'est Charlie qui s'en chargeait. Moi, je m'occupe des commandes et de la vente. »« Charlie va rester encore longtemps ?» se renseigna Ginny qui donnait toujours à manger à Teddy. « Non, je ne pense pas. On lui a proposé une place dans une réserve de dragons au nord de l'Écosse. Il doit l'annoncer aux parents dès qu'il trouvera le bon moment. »« Pour ce genre de nouvelles, il n'y a jamais de bon moment, » pronostiqua Ginny. « Et toi, Ron ?» s'enquilla Harry. « Ça te plaît de faire tout cela ?»« Oui, j'aime bien la vente. Charlie m'a également montré quelques trucs pour que je puisse assister George dans la création des produits. »« Te voilà casé, alors, » sourit Harry. « Tu ne comptes pas chercher un appartement, toi aussi ?» Ron se renfrogna. « Hermione ne paraît pas tellement pressée, avoua-t-il. »
Elle n'a pas envie de se retrouver à s'occuper du linge et des repas de monsieur, expliqua Ginny. Si tu veux mon avis, mon très cher frère, installe-toi tout seul et apprends à te prendre en charge comme un grand, au lieu de compter sur maman en attendant qu'une autre bonne âme se dévoue. Regarde Harry, il l'a bien compris, lui. Harry la dévisagea, incertain de la signification d'une telle conclusion. Ron, de son côté, s'étouffa. « Vous allez vous mettre ensemble, tous les deux ?» s'écria-t-il. Paniqua Harry, pris de surprise, même si, à bien y réfléchir, cette perspective ne lui déplaisait pas. « C'est un exemple, » répondit Ginny, sans paraître remarquer l'émoi de son petit ami. « Je veux simplement dire qu'il n'attend pas qu'on lui tienne la main pour s'occuper d'un bébé. Un homme qui n'exige pas de sa compagne qu'elle se charge de toutes les corvées, c'est nettement plus attirant. » « Je ne peux pas être partout, se défendit Ron. Je passe mes journées au magasin. Et il ne te vient pas l'idée qu'Hermione pourrait dire la même chose ? Elle travaille dur au ministère, elle aussi. Tu penses qu'elle va tout laisser tomber pour te préparer de bons petits plats ou faire ta lessive ? » Ron, vexé, dit d'un ton glacé en se levant. « Il faut que j'y aille. C'est bientôt l'heure de l'ouverture. »« Et ta tasse, tu crois que je vais te la laver ?» hurla Ginny dans son dos. « Ça va, je m'en charge, » indiqua Harry, qui, sans remettre en cause le raisonnement de Ginny, trouvait qu'elle l'avait exprimé de façon un peu brusque. « Tu sais que tu me plais beaucoup, » lui sourit Ginny quand il passa devant elle pour se rendre à l'évier. « J'en ai de la chance, se félicita Harry. Et, enfin, je veux dire, cela te dirait de t'installer avec moi, après l'école, hein, bien sûr. » « On a le temps de voir, » tempéra Ginny. « Je ne sais pas encore ce que je vais faire après mes aspics. »« Tu n'as pas une idée ?» lui demanda-t-il, un brin vexé qu'elle pense à sa carrière alors qu'il lui parlait de leur relation. « Médico-magie, ça m'aurait intéressé. Mais mes notes sont un peu justes en botanique, » répondit-elle. « Aurore, cela me plairait bien aussi. » Harry ouvrit la bouche pour remarquer que c'était une profession dangereuse, mais se retint à temps. Il termina de rincer la vaisselle et se retourna pour revenir à table. Son premier pas l'amena à se heurter à elle, car elle s'était placée derrière lui. Il se rattrapa à son épaule et profita du mouvement pour l'embrasser. Doucement d'abord, puis plus fiévreusement, malgré le petit Teddy qu'elle tenait toujours dans les bras. Ils se séparèrent en se souriant tendrement. Le filleul de Harry décida qu'il avait été assez discret et se mit à s'agiter. « Tu nettoies sa couche et je termine de ranger la cuisine ?» proposa suavement Ginny en lui tendant l'enfant. Quand la jeune fille le rejoignit dans le salon, Harry était en train de s'extasier sur la technique de reptation du petit, qui se déplaçait désormais à 4 pattes. Androméda l'en avait déjà informé par courrier, mais il n'avait pas eu le loisir de s'en rendre compte la veille. « C'est le stade limace », commenta Ginny en s'asseyant sur le canapé à côté de lui. « Limace ? » ?»« Oui, quand il se traîne par terre en bavant. »« Il y en a d'autres ? » ?»« Mordeur fou, quand il fait ses dents. »« Ah, ça promet, » soupira Harry. Au grand soulagement de Harry, Teddy avait accepté de rentrer chez sa grand-mère le soir même, ce qui lui permit d'aider Ginny à apprêter la maison pour les festivités de Noël le lendemain matin. Ces préparatifs n'amenèrent pas la joie et la bonne humeur des années précédentes. Les blagues incessantes auxquelles les jumeaux les avaient habitués envahissaient douloureusement leur mémoire, mais ils eurent cependant à cœur d'égayer un peu le salon. Ils trouvèrent dans le bois voisin un joli sapin, qu'ils décorèrent de rubans rouges et de bougies multicolores, sans oublier de lancer un sort d'inifugation sur l'arbre. À la demande de Molly, ils placèrent des portraits de Fred, Ted Tonks, Remus et Nymphadora sur la cheminée, près des cartes de vœux que les habitants du terrier avaient reçues. Toute la famille assista au repas de Noël. Fleur accompagnait Bill. Sans doute était-elle résignée à entendre les vocalises de Célestina Moldubec. Hermione était là également. Elle remangerait de la dinde le lendemain, chez ses parents avec Ron. Il y avait aussi Percy, ainsi qu'Andromeda et Teddy. Le début de soirée fut un peu morne. Harry songea que sans les gazouillis de l'enfant qui alternait les grands discours inarticulés avec de belles démonstrations de mordeur fou, les conversations faussement enjouées auraient été insoutenables. Heureusement, la veillée autour du feu lui réserva plus de plaisir qu'il n'en attendait. Cela commença par le cadeau pour Ginny. Ce n'était pas une surprise pour Harry, car c'était lui qui en avait eu l'idée. Il avait sollicité la participation de toute la famille Weasley et demandé à Ron de procéder à l'achat. C'est dans un silence expectatif que la jeune fille avait déballé un présent oblong. « Ce n'est pas la peine de me faire croire que c'est un balai, » commença-t-elle. « Moi aussi, je connais les sorts de Distor. » Elle s'interrompit sous le coup de l'émotion. C'était un foudre de guerre, le modèle qu'elle avait admiré avec Harry 5 mois auparavant. Jamais Ginny n'aurait imaginé posséder une telle merveille. Elle resta un long moment à en effleurer le manche aérodynamique,
à caresser les brindilles coupées au cordeau et déchiffrer son nom sur la plaque en argent, sous le regard attendri de toute sa famille. Harry aurait pu le financer tout seul, mais il avait voulu donner aux Weasley le plaisir d'offrir à leur petite dernière un cadeau au-dessus de leurs moyens. Les voir tous illuminés par la contemplation du bonheur de Ginny lui prouva que son idée était excellente. Alors qu'Andromeda complétait le présent en donnant à la jeune fille un joli nécessaire à balai, Harry découvrit la dernière mode Weasley. Le col était en V cette année. Il remercia poliment Molly et Arthur l'informa. « Tu as un autre cadeau dans le jardin ?»« C'est surtout de la part d'Arthur, précisa Mrs. Weasley d'un ton mi-exaspéré, mi-attendri. Mais je sais que cela te fera très plaisir. » Le sourire de Ron persuada Harry de se dépêcher d'ouvrir la porte. Elle était là, sur le perron, rutilante, le cuir satiné, les chromes étincelants, prête à être chevauchée. « Comment avez-vous fait pour la récupérer ?» demanda Harry à Mr. Weasley. « Elle était dans mon jardin, » expliqua Andromeda. « En plusieurs morceaux, mais on a tout retrouvé. »« Elle vole toujours, s'enquit Harry. »« Bien sûr, » assura Arthur. Un coup de coude de sa femme lui fit ajouter précipitamment. « Mais c'est contraire à la loi de s'en servir. »« T'as entendu ?» commenta malicieusement Ron. « Tâche de ne pas te faire prendre. » Harry était fou de joie. Il prit Teddy des bras de sa grand-mère et le posa sur la selle. « Hé, Teddy, ça te ferait plaisir de faire un tour sur la moto de ton cousin Sirius ?»« Pas ce soir, » interdit fermement Mrs. Weasley. « La brigade des Pères Noël est de sortie et le ministère est sans doute en patrouille pour les calmer. »« La brigade des Pères Noël ?» s'étonna Harry. « Des sorciers qui veulent faire rêver les petits moldus, » dit Hermione d'un ton pincé, toujours parfaitement imperméable à l'irrationnel. « L'année dernière, ils ont distribué des médailles qui représentaient un éclair, se souvint Charlie. » Même George ne put retenir un sourire à cette évocation. Les pensées de Harry dérivèrent en direction de sa précédente veillée de Noël. Il revit Godric Solo, enneigé, et le monument à la mémoire de ses parents. L'air rêveur d'Hermione lui apprit qu'elle aussi était revenue un an en arrière. Tout le monde rentra ensuite pour entendre la prestation de Célestina Moldubec. Le 25 décembre s'écoula sereinement. Ron partit festoyer chez les Grangers et les autres membres de la famille se reposèrent et se régalèrent avec les restes de la veille. Ginny essaya son balai, tandis que Mr. Weasley montrait à Harry comment utiliser sa nouvelle monture. Ils firent une belle promenade sur les routes de campagne et se risquèrent même à un léger survol de la clairière qui servait de terrain de Quidditch aux habitants du terrier. Quand Harry rentra dans la cabane à balai pour y entreposer son engin, Ginny était en train d'y déposer son foudre de guerre. Il ressortit, lança un accio pour récupérer ce dont il avait besoin et revint vers elle en lui tendant un petit paquet. « Tiens, c'est pour toi. »« Oh, Harry, tu m'as déjà beaucoup gâté. Je sais que cette merveille est ton idée. »« Ce n'est pas grand-chose, mais c'est juste de moi, » insista-t-il. « J'espère que ce n'est pas pour acheter mes faveurs, » le taquina Ginny. Tandis que Harry l'assurait de la pureté de ses intentions, la jeune fille découvrit son présent. C'était une boîte de fondant du chaudron. « Oh, j'adore ça !» s'exclama Ginny tout en enfournant une friandise dans sa bouche. « Merci, mon chéri. » Il n'avait pas tenté d'acheter ses faveurs, mais il pensa avoir droit à un baiser quand même. Elle ne fit d'ailleurs pas de difficulté à le lui accorder. Il n'avait jamais réalisé à quel point il aimait le chocolat. Ce fut Charlie qui brisa la trêve de Noël le lendemain, en annonçant que c'était sa dernière semaine de travail à la boutique. « Comment ça ?» demanda sa mère interloquée. « Je commence le 2 janvier dans une réserve de dragons, au large de la mer des Hébrides, » lui confia Charlie. « Mais et le magasin ?»« C'est bon, maman, » intervint George. « Ron se débrouille comme un chef, et on peut très bien s'en sortir tous les deux. »« Mais pourquoi dois-tu partir si loin ?» se désola Mrs. Weasley. « Enfin, les Hébrides, c'est en Écosse, ce n'est pas au bout du monde. On peut transplaner sans problème pour faire le trajet. Tu restes habiter ici, alors. »« Pas question. On doit être sur place pendant la nuit. Cela fait partie de mon travail. »« Mais... » « Maman, » l'interrompit Charlie en la prenant dans ses bras. « Je reviendrai régulièrement, c'est promis. J'ai refusé une proposition en Patagonie pour ne pas trop m'éloigner de vous. Tu me verras aussi souvent que Bill. » Mrs. Weasley laissa tomber ses épaules en signe de défaite. « C'est dangereux, les dragons, » tenta-t-elle encore. « Moins que de fabriquer les inventions de George, » assura Ron. « Mais moi je reste au terrier, » ajouta-t-il précipitamment, en voyant sa mère ouvrir la bouche. « D'accord, se rendit-elle. Je vais m'occuper de ta malle, Charlie. » Une fois les 3 frères Weasley partis travailler, Ginny et Harry s'empressèrent de s'éloigner de Molly, sachant qu'inquiétude ou contrariété s'exprimait souvent chez elle sous forme de folie ménagère. Ils décidèrent de s'éclipser pour faire un duel d'attrapeurs, Harry prévoyant d'emprunter le balai de Ron, car le sien était resté à Poudlard.
Ils mettaient leur manteau quand ils entendirent Mrs. Weasley grommeler dans le salon. « Ça alors, comment ose-t-elle? C'est une honte. Comment peut-on écrire une chose pareille ?» « Qu'est-ce qu'il y a, maman ?» s'inquiéta Ginny en entrant dans la pièce où se tenait sa mère. « C'est cette mégère de Rita Skeeter. »« Qu'est-ce qu'elle a encore raconté ?» demanda Harry. « Mon pauvre chéri, » lui répondit Molly, faisant grimacer le jeune homme qui comprit qu'il était question de lui. « Mais personne ne va croire un tel ramassis de sottises, » ajouta-t-elle comme pour atténuer le choc. Harry lui prit le journal des mains et se mit à lire l'article incriminé à haute voix. Harry Potter, l'anti-héros. Harry Potter est considéré aujourd'hui comme le sauveur du monde magique. On en parle comme d'un puissant sorcier. Il aurait terrassé celui dont on ne doit pas prononcer le nom, tel un Glanmor Pix des temps modernes. Qu'en est-il réellement? Est-ce vraiment lui qui nous a débarrassés du terrible mage noir qui nous a fait vivre dans la terreur? Il semble bien que non, mais c'est d'ailleurs lui-même qui l'affirme. Dans une émission radiophonique, interrogé par un pantin complaisant, le grand Harry Potter a avoué qu'il n'avait en aucun cas battu son adversaire. « Ce n'est qu'un acte d'ancienne magie, accompli par ma mère, » a-t-il déclaré avant de préciser. « Vous savez qui a été victime de son propre maléfice. Le héros admet donc avoir été un simple réceptacle de la magie maternelle. Qu'a-t-il alors de si particulier, si on met de côté sa tendance à se faire régulièrement remarquer? Force est de conclure que nous sommes confrontés à un imposteur, bénéficiant d'une gloire acquise à peu de frais. »« Un imposteur, fulmina Mrs. Weasley. À peu de frais. Et qui a reçu par 3 fois l'Avada Kedavra de ce monstre, hein? » Se retrouver au mauvais moment et au mauvais endroit, ne devoir sa survie qu'à une chance insensée, semble être le seul talent qu'on puisse lui attribuer, reprit Harry d'une voix neutre. Selon ses propres termes, la regrettée Lily Potter est morte d'avoir voulu le sauver. Le brillant Cédric Diggory a payé de sa vie la participation irrégulière de Harry Potter au tournoi des 3 sorciers. Combien des nôtres sont-ils tombés à Poudlard en attendant que Potter se décide enfin à se battre? Comment ose-t-elle te reprocher les morts de Poudlard, grogna Mrs. Weasley, toujours écumante de rage. Non content de se pavaner en se prévalant d'exploits usurpés, notre jeune prodige se complaît à semer le trouble dans nos esprits. Sa dernière lubie consiste à chanter les louanges d'un mange-mort notoire dont le sadisme s'est exercé sans limite sur nos enfants l'année passée. Le triste personnage aurait rejoint les rangs du mage noir à la demande d'Albus Dumbledore, personnage contestable s'il en est. Ensuite, il aurait apporté de l'aide à notre prétendu sauveur. Mais quelle aide, puisque nous venons d'établir que le célèbre Potter n'a rien fait. Prétendu sauveur, éructa Molly. Le fabulateur a bien essayé de faire croire qu'il accomplissait des actes essentiels pendant sa longue disparition, continua Harry impassible. Quelles actions? On n'en saura rien. Notre Uric le Folingue se retranche derrière le secret dont la magie noire doit être entourée. Nul doute qu'il s'est contenté de se terrer dans le trou le plus profond qu'il ait trouvé, pendant que nous subissions les exactions du régime des ténèbres. Il est triste de penser que celui qu'on présentait alors comme figure de proue de la résistance se soit en réalité désintéressé du sort de ceux qui se croyaient ses amis. Et que faisait cette peste à part cautionner ce régime, tempêta Molly. Le lecteur l'aura compris, chaque déclaration de l'arrogant Blanc-bec doit être examinée avec défiance. Ceux qui le soutiennent envers et contre tout sont sans doute sympathiques dans la fidélité, mais manquent singulièrement de jugement, à moins qu'ils ne soient tout simplement de mauvaise foi. Rita Skeeter. Apparaître demain, rogue, ange ou crapule. Harry, songeur, reposa le journal sur la table. « Comment peut-on publier de telles sottises ?» explosa Mrs. Weasley. « Je vais tout de suite écrire à la Gazette pour résilier notre abonnement, et je vais leur dire ma façon de penser. » Harry et Ginny la regardèrent avec inquiétude. Ils l'avaient rarement vue aussi en colère. Même le jour de la bataille, devant Bellatrix Lestrange, sa rage contrôlée et canalisée ne les avait pas autant impressionnés. Elle avait le teint écarlate, les gestes saccadés, et des étincelles rouges sortaient de sa baguette. Harry n'appréciait pas vraiment se faire injurier par voie de presse, mais il mit son agacement de côté pour parer au plus urgent. « Mrs. Weasley, dit-il d'un ton apaisant, ce qu'écrit cette femme ne me fait ni chaud ni froid. Je sais ce que j'ai fait, et mes amis aussi. Pensez-vous que ceux qui sont venus à Poudlard vont croire de pareilles sottises? L'opinion de ceux qui n'étaient pas là m'indiffère complètement. Je n'ai pas fait cela pour la gloire, mais parce que j'étais le seul à pouvoir le faire. Si un autre l'avait pu, je lui aurais volontiers cédé ma célébrité. Ce qu'elle écrit n'a aucune importance. Comme dirait le professeur Dumbledore, tant qu'on me laisse... Harry fit une pause pour trouver ce qui comptait autant pour lui que la carte de Choco Grenouille pour son directeur. Jouer au Quidditch et passer mes aspics,
cela m'est parfaitement égal. » « Mais quand même !»« Nous avons mieux à faire que de parler d'elle, » trancha Harry. « Moi, j'ai prévu de faire une course de balai avec Ginny, et c'est ce que je vais faire. Ne lui donnez pas plus d'importance qu'elle n'en mérite, » conclut-il en entraînant son ami vers le jardin. Au passage, il prit le journal. Dans la cour, il le posa dans la neige et y mit le feu, ce qui lui procura une grande satisfaction. Les bruits qui venaient de la maison laissèrent penser que le terrier allait subir un nettoyage de printemps, et même d'automne, de façon anticipée. « N'empêche qu'il y a des chauves-furies qui se perdent, » grommela Ginny. « Je ne sais pas ce qui me retient d'aller faire un tour au siège de la Gazette pour leur apprendre à mieux contrôler leurs publications. » Nonobstant toute l'affection qu'il avait pour elle, Harry songea que dans cette situation, Ginny ne lui était pas d'un grand secours. « Ginny, je t'en prie, cela ne ferait qu'empirer les choses. Allez, montre-moi que tu mérites ton balai, » lui lança-t-il en libérant le vif d'or. Après s'être mesuré plusieurs fois de suite, le foudre de guerre était tellement rapide et maniable que Ginny souffla la petite balle dorée sous le nez de Harry à 2 reprises. Ils se réfugièrent dans la cabane de jardin, préférant ne pas affronter Molly. Pendant que Ginny astiquait son balai avec un soin maniaque, Harry se demanda s'il éprouvait ou non le sublime détachement qu'il avait affecté devant les 2 femmes. Tout compte fait, oui. Il n'avait pas beaucoup de considération pour Rita, et ce qu'elle écrivait ne le touchait pas. À vrai dire, il avait craint bien pire après l'attaque qu'il lui avait portée lors de l'interview radiophonique. Il avait pris l'habitude des regards en coin, et après tout, qu'avait-il à faire de l'estime de ceux qui pouvaient se laisser abuser par une plume aussi vitriolée? Les jeunes gens revinrent brièvement vers Molly, qui lançait sort de récurage sur sort de récurage, pour prétendre avoir été invitée à déjeuner par Andromeda, avant de sauter dans la cheminée. Ce mensonge éhonté se transforma en réalité, vu qu'ils s'incrustèrent chez la grand-mère de Teddy juste avant midi. Andromeda aussi avait lu la Gazette du Sorcier, mais s'abstint de tout commentaire à cet égard, ce que Harry apprécia. Il vit Ginny jeter des regards furibonds vers l'exemplaire du quotidien qui traînait sur une desserte, mais elle n'osa aborder le sujet. Quand ils pointèrent prudemment le bout de leur nez dans le salon des Weasley, Hermione s'y trouvait, parlant avec Molly. En approchant, Harry remarqua qu'elle avait à la main l'incontournable journal, qui semblait être au cœur de la conversation. « Ne fais pas cette tête, » lui dit Harry. « On s'en fiche de ce qu'elle raconte, cette vieille chouette. »« Il ne s'agit pas de toi, » répliqua sèchement Hermione, « mais de Kingsley Shacklebolt. »« Pardon ? Tu as lu la dernière phrase ? » ?»« Oui, et alors ? » Ceux qui le soutiennent envers et contre tout sont sans doute sympathiques dans leur fidélité, mais manquent singulièrement de jugement. À moins qu'ils ne soient simplement de mauvaise foi, cita Hermione. Cela vise personnellement le ministre. Elle tente de le déconsidérer. Aujourd'hui, elle te décrédibilise. Demain, elle enfonce le clou en montrant que tu dis n'importe quoi à propos de Rogue, ce que la majorité des sorciers sont prêts à croire. Et après-demain, elle rappelle que Kingsley fait partie de ceux qui se sont battus en ton nom. Tu ne t'es pas demandé pourquoi elle écrit ce torchon maintenant et pas juste après ton passage chez Lee ? Non, admit Harry, qui en avait seulement été soulagé à l'époque. C'est parce que la désignation d'un ministre titulaire a lieu dans 10 jours. Elle est contre Kingsley ? Ce n'est même pas sûr. Je pense qu'elle est contre tout ce qui est droit et honnête, et qu'elle se complaît dans la boue. Cela faisait longtemps que Harry n'avait pas vu Hermione aussi remontée. La situation devait être grave. Que se passera-t-il si Kingsley n'est pas désigné ? Qui le sera à la place ? Sylviane Dunstan. Ne cherche pas, tu ne le connais pas. D'ailleurs, peu importe, c'est juste une marionnette sans envergure, manipulée par les plus riches et les plus haut placés, comme les fois précédentes. Et cette influence nuisible, c'est précisément celle que Kingsley veut réduire. « Comment ça se passe ?» demanda Harry. « Qui désigne le ministre de la magie ?»« Le Magel Magot et les maîtres de guilde, » récita Ron. « Les quoi ?» s'étonna Harry. « Tous les métiers sont constitués en guildes, qui ont chacune un maître, » expliqua son ami. Leur rôle est de contrôler les bonnes pratiques des métiers qui dépendent d'eux et de discuter avec le ministère des décrets les concernant. Et tous les 5 ans, les maîtres de guilde siègent avec le Magel Magot pour désigner le ministre de la magie. Et tu crois qu'ils ne vont pas reconduire Kingsley ? Concernant les juges du Magel Magot, nous pensons qu'une partie est achetée par nos opposants et votera contre nous, répondit Hermione. Heureusement, certains sont acquis à nos idées. Il demeure une frange qui hésite encore. Ceux-là, et les maîtres de guilde, seront très sensibles à l'opinion publique. Il ne faudrait pas que la Gazette rende Kingsley trop impopulaire. « Et comment Kingsley s'y prend-il pour récupérer des voix, lui ?» demanda Ginny. « C'est notre point faible, reconnut Hermione. Il se refuse à acheter les juges du Magel Magot avec de l'or ou des promesses de poste,
pas plus qu'il ne veut marchander des réformes qui avantageraient telle ou telle guilde. La grande force de Kingsley, c'est toi, Harry. Tu as une bonne image auprès des sorciers, et Kingsley a régulièrement appelé à résister en ton nom quand il parlait à Potterveil. Si on fait croire que tu t'es moqué des gens, la position de King sera très compromise. Harry en resta bouche bée. Il pensait être redevenu un simple écolier, et voilà qu'on lui expliquait qu'il était encore et toujours un enjeu diplomatique. Il sentit l'agacement le gagner. « Mais on ne peut pas me laisser tranquille 5 minutes, lança-t-il. La politique ne m'intéresse pas, je veux juste passer mes aspics. Si tu es Aurore, les ordres que tu recevras dépendront directement de la personne qui sera au poste de ministre, lui signifia vertement Hermione. Mais qu'est-ce que tu crois? Qu'en fait j'étais au gouvernement, on les a envoyés arrêter Dumbledore. Sous Scrimgeour, ils emprisonnaient des soi-disant mange-morts sans aucune preuve, histoire de montrer que le ministère était actif. Et l'année dernière, ils mettaient en détention des gens juste parce qu'ils avaient des parents moldus. La politique nous concerne tous, Harry. Enfin, je croyais que tu l'avais compris. Oui, mais c'est mon nom à moi qui est utilisé. C'est comme ça, on n'y peut rien. Alors arrête de te lamenter et réfléchissons sur ce que nous pouvons faire pour réparer ce gâchis. En voyant la mine farouche de ses 3 femmes préférées, Harry se dit que si Rita Skeeter avait voulu lui empoisonner la vie, elle avait bien réussi. Note de bas de page et fin de chapitre. Note 1. Glenmore Pix, 1677-1761. Célèbre pour avoir tué le serpent de mer de Cromer. Carte de Choco-Grenouille. Note 2. Ulric le Folingue, Moyen-Âge, date inconnue. Magicien très original, célèbre pour la méduse qu'il portait comme chapeau. Personne ne sait s'il fut à dessein le sorcier le plus insolite de tous les temps, ou si cela vint naturellement. Carte de Choco-Grenouille. Chat avec J.K. Rowling, 30 juillet 2007. Premier point. J'imagine que Rita Skeeter s'est empressée d'écrire une biographie de Harry après sa victoire contre Voldemort. 1 quart de vérité, 3 quarts à jeter à la poubelle. Deuxième point. Harry va tenter de réhabiliter Rogue, ce qui n'aurait pas empêché Rita Skeeter d'écrire. Rogue, ange ou crapule?